Certaines blessures ne guérissent jamais. Elles se cicatrisent à peine, laissant une douleur sourde, comme un vieil os fracturé qui hurle avant la pluie. Je suis Evelyn Marie Thompson, une femme de 76 ans, assise aujourd'hui sur le porche de ma petite maison dans le Tennessee, où je regarde les saisons défiler en balançant mon rocking chair. Mais derrière mes cheveux argentés et mon sourire doux, il y a une histoire que peu connaissent, celle d'une enfant de 14 ans, volée à sa jeunesse, livrée à un homme cruel qui a brisé ses rêves avec une brutalité impitoyable. Mes nuits sont encore hantées par des cauchemars où je me réveille en sueur, pensant être de retour dans cette maison maudite sous son emprise, avant de réaliser que je suis libre, à des décennies de cette petite fille terrifiée. Si mon histoire vous touche, si vous ressentez ne serait-ce qu'une étincelle de colère face à l'injustice, je vous en prie, laissez un « j'aime » et commentez avec un simple « liberté » pour montrer que vous êtes avec moi, que vous entendez cette vérité qu'on a voulu étouffer. Ensemble, faisons résonner les voix des oubliés. Je suis né dans un coin perdu du nord de l'Alabama, un village si minuscule qu'il n'avait presque pas de nom, juste un carrefour avec une épicerie, une église baptiste et des fermes éparpillées entre des ruisseaux et des collines. Nous vivions dans une maison shotgun, si étroite qu'une balle tirée depuis la porte d'entrée traverserait jusqu'à l'arrière sans toucher un mur. 5 pièces alignées comme des perles, abritant 9 enfants et 2 parents épuisés. Mon père, un métayer buriné par des années à cultiver le coton, rentrait chaque soir les mains noircies par la terre, le visage marqué comme du cuir usé par le soleil implacable de l'Alabama. Ma mère, elle, tenait la maison avec une cuillère en bois et des versets bibliques, son regard durci par une vie de privation. J'étais l'aînée des filles, ce qui faisait de moi son bras droit dès que j'ai su marcher sans trébucher. À peine âgée de 10 ans, je savais préparer un petit déjeuner complet, surveiller 4 frères et sœurs plus jeunes, laver le linge dans le ruisseau et terminer mes corvées avant le coucher du soleil. L'école était un luxe rare. L'établissement le plus proche était à 5 kilomètres et pendant les périodes de semis ou de récolte, mon père réclamait chaque paire de mains dans les champs. J'attrapais quelques mois d'apprentissage en hiver quand la terre était trop dure pour être travaillée, apprenant à lire, écrire et faire des calculs simples. Ces journées à l'école étaient précieuses comme des pièces d'or. Madame Dubois, l'institutrice, disait que j'avais un esprit vif. Elle me prêtait parfois des livres que je lisais à la lueur d'une lampe à pétrole, après que les autres dormaient, rêvant de monde au-delà des limites de notre comté. Nous n'étions pas la famille la plus pauvre du coin, mais nous vivions sur le fil du rasoir. La viande était réservée au dimanche, si elle était là. La plupart du temps, nous mangions du pain de maïs, des haricots et les légumes que nous cultivions. Le sucre acheté en magasin était une gâterie de Noël. Je n'ai jamais eu de poupée qui ne soit faite de coques de maïs ou de bouts de tissu, mais j'avais des rêves, oh, des rêves si grands! Je regardais l'autocar Greyhound passer 2 fois par semaine, imaginant où il pourrait m'emmener. J'aimais grimper sur le grand chêne derrière la maison, plus haut que mes frères n'osaient, jusqu'à ce que je puisse voir les crêtes bleues des montagnes au loin. Là-haut, le monde semblait immense, bien plus grand que notre lopin de terre aride. Je restais perché dans ses branches, planifiant mon évasion. Peut-être deviendrais-je institutrice ou travaillerais-je dans un grand magasin à Birmingham ou même à Nashville, où la musique résonnait toute la nuit. J'avais 14 ans l'été où tout a basculé. J'étais encore une enfant, dormant sur une paillasse avec mes 2 petites sœurs, portant des vêtements rapiécés, rêvant dans cet arbre, à peine entrée dans l'adolescence, loin d'être prête à quitter l'enfance. Ce matin-là, l'air était lourd, une chaleur d'été alabamaise qui collait à la peau comme une couverture de laine humide. J'aidais ma mère dans la cuisine, pétrissant la pâte pour les biscuits, les coudes couverts de farine, quand mon père m'a appelé. Sa voix avait ce ton grave qui figeait tous les 9 enfants, peu importe ce que nous faisions. « Evelyn Marie, viens ici, faut qu'on parle. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, jetant un regard perplexe à ma mère, qui évitait mes yeux. Une boule froide et lourde s'est formée dans mon estomac tandis que je marchais vers le salon,
où mon père trônait dans son fauteuil, le seul rembourré de la maison, réservé à lui seul. Ce n'était pas un grand homme, mais sa présence emplissait la pièce. Ses mains, noueuses et tachées de terre, roulaient une cigarette non allumée entre ses doigts. Il ne parlait pas tout de suite, me fixant en silence. « Assieds-toi, ma fille », a-t-il fini par dire, désignant un tabouret en bois à ses pieds. Je me suis perché là, les mains croisées sur mes genoux, le cœur battant sans savoir pourquoi reporte. Système, pourquoi? Tu as 14 ans maintenant, a-t-il commencé en grattant une allumette contre la semelle de sa botte. Il est temps pour toi de devenir femme. J'ai hoché la tête, sans comprendre, pensant peut-être qu'il parlait de mes premières règles, que ma mère m'avait expliquées l'année précédente d'une manière brève et clinique. Nous t'avons arrangé un mariage. Tout est déjà réglé avec ton futur époux. Tu iras chez lui demain. Le monde s'est arrêté. Les cigales dehors se sont tues. L'air dans mes poumons s'est figé comme du ciment. Mariage? Ai-je murmuré, la voix tremblante. Oui, ton fiancé a tout conclu avec moi. Mes yeux ont cherché ma mère dans l'embrasure de la porte, espérant un secours. Elle était là, le visage fermé, les yeux rivés au plancher. À cet instant, j'ai su qu'il n'y aurait aucun salut de son côté. « Je ne veux pas me marier, papa », ai-je lâché avant de pouvoir m'arrêter. Sa main s'est abattue violemment sur l'accoudoir, me faisant sursauter. « Y a pas de vouloir là-dedans, Evelyn Marie. Tu crois qu'une femme peut choisir? Les femmes n'ont pas le choix. Elles obéissent. » Je tremblais de tout mon corps, comme un lapin pris au piège. « Qui est-ce » ai-je réussi à demander, ma voix à peine audible sous les battements de mon cœur. Mon père a tiré longuement sur sa cigarette, expirant un nuage de fumée avant de répondre. « Ton futur mari, c'est Monsieur Caleb Warwick. » Ce nom m'a frappé comme une pierre. Caleb Warwick, un riche propriétaire terrien, vivait dans une grande maison blanche sur la colline à la sortie de la ville. Il avait 50 ans, veuf, avec 3 fils adultes, le plus jeune plus âgé que moi. Il possédait le moulin à coton où mon père apportait notre récolte, l'épicerie où nous achetions le peu que nous ne pouvions produire nous-mêmes. C'était l'un des rares hommes du comté à avoir traversé la Grande Dépression avec sa fortune intacte, n'ayant jamais eu à travailler la terre lui-même. Je me suis levé d'un bond, le souffle court. « Papa, pour l'amour de Dieu, il est assez vieux pour être mon grand-père. Je ne peux pas l'épouser. » La gifle est arrivée si vite que je ne l'ai pas vue venir. Elle m'a repoussé sur le tabouret, une brûlure cuisante sur ma joue, le goût du sang emplissant ma bouche là où mes dents avaient mordu l'intérieur. « Tu l'épouseras et tu seras une femme respectable, » a dit mon père, la voix plate et définitive. « Monsieur Warwick a payé une bonne dot pour toi. Ne fais pas d'histoire. » Dans cette pièce étroite, avec le goût du sang dans la bouche, j'ai compris que ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ma petite sœur Clara, qui partageait la paillasse avec moi, a remarqué mes larmes et s'est blottie contre moi. « Pourquoi tu pleures, Evelyn ?» a-t-elle chuchoté dans le noir. Comment expliquer à une fillette de 8 ans que demain, je serai livrée à un étranger, que je ne dormirai plus jamais dans cette maison, que je ne grimperai plus jamais sur notre chaîne, que je n'aurai plus jamais la chance de rêver d'une autre vie? Je l'ai serré fort, mémorisant l'odeur de ses cheveux, la chaleur de son petit corps contre le mien. Le lendemain matin, ma mère m'a habillée de ma robe du dimanche, une vieille chose en coton bleu délavé, rapiécée au coude. Elle m'a brossé les cheveux, les tressant étroitement dans mon dos. « Sois forte, ma chérie », a-t-elle murmuré, ses yeux enfin croisés aux miens, pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Tout ira bien. » Mais nous savions toutes les deux qu'elle mentait. À l'extérieur, une voiture attendait, une automobile noire et brillante, une rareté sur notre chemin de terre.
Caleb Warwick est sorti du siège arrière, un homme grand en costume repassé, cheveux poivre et selles lissées en arrière, visage sévère sous un chapeau à large bord. « Belle fille, a-t-il dit, me toisant comme on évalue du bétail. Tu me donneras de beaux fils. » J'avais envie de vomir, de m'enfuir, de grimper sur mon chêne et de ne jamais redescendre. Mais la main de mon père sur mon épaule me poussait en avant. Caleb a ouvert la portière, m'invitant à entrer. Je me suis tourné une dernière fois vers ma maison. Les planches usées, le porche affaissé, les visages de mes frères et sœurs derrière les fenêtres. Ma mère, bras croisés sur sa poitrine, semblait se retenir de s'effondrer. Alors que la voiture s'éloignait, soulevant un nuage de poussière, j'ai vu mon enfance disparaître dans le rétroviseur. Je savais que je ne reviendrais jamais. Ce jour-là, celui de mon soi-disant mariage, restera gravé dans ma peau, mon âme, ma mémoire. Mais appeler cela un mariage serait un mensonge. Un mariage est une célébration, une joie. Ce qui m'est arrivé était un enterrement, celui de la petite Evelyn Marie. La voiture cahotait sur la route de terre, chaque nid de poule secouant mon corps, mais rien ne faisait plus mal que le sentiment d'être emmené vers un destin que je n'avais pas choisi. Mes mains étaient glacées, tremblantes, moites, ma bouche sèche. Caleb, assis à côté de moi, restait silencieux, me jetant parfois un regard en coin, comme s'il évaluait ce qu'il avait acheté. Je voulais disparaître, me dissoudre dans la poussière de cette route sans fin. Ma maison, mes frères et sœurs, ma mère, le peu d'enfance qu'il me restait, s'éloignaient derrière moi. Devant, il n'y avait qu'un homme de presque 50 ans qui avait acheté ma vie comme on achète un cheval de trait. Le manoir de Caleb Warwick se dressait au loin, une imposante maison coloniale blanche avec des colonnes qui semblaient percer le ciel. 20 acres de terre riches, avec des vergers de pêcher, des écuries et des champs de coton s'étendant jusqu'à l'horizon. La maison elle-même était plus grande que notre église, avec des volets aux fenêtres et une véranda ornée de rocking chairs immobiles. Alors que la voiture remontait l'allée de gravier, ma gorge s'est nouée. Les ouvriers agricoles s'arrêtaient pour nous regarder passer, leurs yeux pleins de curiosité et d'une pitié qui me mettait mal à l'aise. Une femme au visage sévère, vêtue d'une robe grise impeccablement repassée, attendait sur les marches de l'entrée, mains jointes comme à un enterrement. « Bienvenue, mademoiselle Thompson », a-t-elle dit d'une voix sèche comme des feuilles d'automne. « Je suis Madame Lefebvre, la gouvernante. J'espère que votre voyage a été agréable. » Agréable, comme si j'étais venue de mon plein gré, comme si c'était une visite mondaine et non une prison. « Par ici, je vous prie, » a-t-elle continué sans attendre de réponse. « Vous devrez vous préparer pour la cérémonie. » L'intérieur de la maison était frais et sombre, l'air lourd d'odeurs de cire d'abeille et de fleurs que je ne pouvais identifier. Mes pieds nus s'enfonçaient dans un tapis plus épais que n'importe quel lit où j'avais dormi. Des portraits d'inconnus au visage austère me fixaient depuis des murs lambrissés de bois sombre. Tout brillait, la rampe, les tables d'appoint, le grand miroir du couloir qui reflétait une fille terrifiée avec une ecchymose naissante sur la joue. Madame Lefebvre m'a conduite dans une chambre plus vaste que toute notre maison shotgun. Une robe blanche était étendue sur un lit à baldaquin, à côté de sous-vêtements plus fins que tout ce que j'avais touché. « Monsieur Warwick veut que vous soyez présentable », a-t-elle dit, regardant ma robe bleue délavée avec mépris. « La salle de bain est là-bas. Lavez-vous soigneusement. Je reviendrai dans 30 minutes pour vos cheveux. » Lorsqu'elle est partie, je suis restée figée au centre de la pièce, terrifiée à l'idée de toucher quoi que ce soit. Les fenêtres étaient hautes, presque du sol au plafond. Pendant un instant fou, j'ai envisagé d'en ouvrir une, de grimper dehors, de courir jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Mais où irais-je? Qui accueillerait une fugueuse sans argent, sans éducation, poursuivie par un homme puissant? J'étais prisonnière, aussi sûrement que si la pièce avait été une cellule.
La cérémonie a eu lieu au crépuscule, dans la chapelle familiale des Warwick, un bâtiment en pierre à l'orée de la propriété. Pas d'amis, pas de famille, juste une poignée de notables locaux, des associés de Caleb et le personnel de maison alignés dans les bancs. Mon père était assis près du premier rang, portant sa seule chemise correcte, fraîchement repassée. Il ne m'a pas regardé alors que je remontais l'allée. Le pasteur, un homme maigre aux yeux larmoyants, parlait de devoir et d'obéissance, du rôle sacré d'une femme comme aide et mère. Pas une fois il n'a mentionné l'amour. Pas une fois il n'a parlé de choix. Evelyn Marie Thompson, acceptez-vous cet homme comme votre légitime époux? Une question qui n'en était pas une, un choix qui n'en était pas un. Ma voix était si faible que je l'entendais à peine. Oui. Et ainsi, à 14 ans, je suis devenue Madame Caleb Warwick. Il y a eu une petite réception ensuite dans la maison principale. Les gens grignotaient des petits sandwichs et buvaient du champagne, conversant à voix basse, se taisant dès que je m'approchais. Je n'ai rien mangé, incapable de le faire, l'estomac noué par la peur, comptant les minutes jusqu'à ce que tout le monde parte et que je sois seule avec lui. Mon père est parti sans dire au revoir, serrant simplement la main de Caleb, me lançant un regard en coin avant de monter dans le camion d'un voisin, 20 $ plus riche qu'au matin. 20 $, le prix de sa fille aînée. À la tombée de la nuit, alors que les derniers invités partaient, Madame Lefebvre s'est approchée, son visage peut-être empreint d'une once de compassion. « Monsieur Warwick vous attend dans la chambre principale », a-t-elle dit doucement, en haut des escaliers, au bout du couloir. J'ai fixé cet escalier grandiose pendant ce qui m'a semblé des heures, mes jambes refusant de m'y porter. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac régulier de l'horloge à balancier dans le vestibule, comptant les secondes de liberté que je ne récupérerai jamais. Finalement, je me suis forcée à monter, chaque marche comme une plongée dans de la mélasse, mon corps de plus en plus lourd. Arrivé à la porte qu'elle avait indiquée, j'ai levé la main pour frapper, puis réalisé avec un haut-le-cœur que je n'avais pas besoin de frapper. Cette pièce était désormais supposément la mienne aussi. À l'intérieur, la chambre principale était faiblement éclairée par une lampe sur la table de nuit. Caleb était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, fumant un cigare, sa veste ôtée, les manches retroussées. Il a levé les yeux à mon entrée, sans se lever. « Viens ici, Evelyn Marie », a-t-il dit, sa voix épaissie par le bourbon. Je me suis avancée, raide, les yeux fixés sur le tapis. « Tu es ma femme maintenant », a-t-il déclaré, tendant la main pour toucher mes cheveux. « Sais-tu ce que cela signifie ?» J'ai hoché la tête, même si je ne savais pas vraiment. Ma mère ne m'avait jamais expliqué ce qui se passait entre un homme et sa femme, seulement que c'était mon devoir d'obéir et de porter des enfants. Les filles plus âgées à l'école chuchotaient parfois des bribes, mais leur savoir semblait aussi fragmenté que le mien. « Bien », a-t-il dit, se levant, me dominant de toute sa hauteur. Ce qui a suivi cette nuit-là reste tapi dans les recoins les plus sombres de ma mémoire, enfermé dans un lieu que j'ai tenté d'oublier pendant des décennies. Mais certaines choses ne s'oublient pas, elles s'endurent. L'aube m'a trouvé recroquevillé au bord du lit, des larmes silencieuses trempant un oreiller plus fin que tout ce sur quoi j'avais dormi. Mon corps ne m'appartenait plus, à plus d'un titre. J'ai vite appris quel était mon rôle dans la maison Warwick, garder mon mari satisfait, superviser le personnel domestique et me montrer présentable lors des visites. Je devais parler quand on m'adressait la parole, rire au bon moment et disparaître quand les affaires étaient discutées. En somme, j'étais une autre propriété, plus précieuse que les ouvriers agricoles, mais moins importante que les chevaux de prix dans l'écurie de Caleb. Les jours se fondaient dans une routine. Je me levais avant Caleb, m'habillais avec l'une des nombreuses tenues commandées par Madame Lefebvre et prenais le petit déjeuner dans la véranda donnant sur des jardins que je n'avais pas le droit d'entretenir. Le personnel, 3 femmes de chambre, un cuisinier, un jardinier et Madame Lefebvre,
me traitait avec une politesse distante, ne perdant jamais de vue que j'étais la femme du patron, mais n'acceptant jamais vraiment que j'étais la maîtresse de maison. J'avais l'interdiction d'effectuer des tâches subalternes. Mes mains, disait Caleb, devaient rester douces. Je ne pouvais pas cuisiner les plats de mon enfance, pain de maïs, haricots, poulet frit, tarte à la patate douce. Le chef français engagé par Caleb servait des plats au nom imprononçable, en portions trop petites pour satisfaire, disposés comme des œuvres d'art sur de la porcelaine valant plus que le revenu mensuel de mon père. Je n'avais pas le droit de me rendre en ville seule. Si j'avais besoin de quelque chose, Madame Lefebvre m'accompagnait, surveillant mes interactions avec les commerçants avec une intensité de faucon. Je ne pouvais écrire de lettres sans que Caleb les lise d'abord, ni passer de coups de fil sans qu'il écoute. Mon existence se réduisait aux murs de ce manoir et au jardin impeccablement entretenu. Je suis devenu un fantôme en dentelle et soie dérivant dans des pièces que je n'avais pas le droit de dépoussiérer, dormant aux côtés d'un homme qui me voyait comme une possession, dînant à une table où je n'étais autorisé à parler que si l'on m'adressait une question directe. Le pire était la solitude. Les chuchotements de ma sœur dans le noir me manquaient, les rires bruyants de mes frères, même les ordres sévères de ma mère et les grognements bourrus de mon père. J'avais appartenu à un endroit, même s'il était pauvre et difficile. Ici, j'étais réduite à Madame Warwick, ou la jeune épouse de Caleb, prononcée sur un ton suggérant que les deux étaient des euphémismes pour quelque chose de honteux. Mais la cruauté de Caleb allait bien au-delà de l'isolement. Dès la première semaine, il m'a humiliée devant ses fils adultes, riant de mon accent campagnard lors d'un dîner où j'avais renversé une tasse de thé par nervosité. « Regardez cette maladroite !» a-t-il rugi, son visage rougi par le vin, alors que ses fils ricanaient. « Tu apprendras à te tenir, ou je t'apprendrai moi-même. » Cette menace prononcée devant tous m'a brûlé les joues plus que la gifle de mon père. Une autre fois, il a découvert les livres que j'avais cachés sous mon lit, des romans prêtés par Madame Dubois avant mon mariage. Avec un rictus de mépris, il les a jetés dans la cheminée, les regardant brûler pendant qu'il me forçait à rester là, immobile. Les filles comme toi n'ont pas besoin de livres. Tu es ici pour obéir, pas pour rêver. Chaque page noircie était un morceau de mon âme réduit en cendres, une injustice si cruelle qu'elle me donnait envie de hurler. Lila, une jeune femme de chambre timide, a vu la scène depuis le couloir, ses yeux pleins de larmes, mais elle s'est détournée, terrifiée par les conséquences si elle intervenait. Cette lâcheté, bien que compréhensible, m'a laissé encore plus seule, alimentant une colère sourde contre ce monde qui permettait à des hommes comme Caleb de régner en tyran. 3 mois après mon arrivée, quand mes règles n'ont pas réapparu, Madame Lefebvre a hoché la tête avec un air entendu et a fait venir le médecin. Son examen, froid et humiliant, a confirmé ce que je redoutais. J'étais enceinte. Caleb était ravi. Après tout, c'était la raison pour laquelle il m'avait acquise. Pour remplacer sa première épouse, morte en couche 2 ans auparavant, et lui donner plus de fils pour son empire. Il est devenu presque doux le soir, posant sa main sur mon ventre encore plat, parlant de noms et d'écoles prestigieuses. Il m'a offert un collier de perles pour célébrer, l'attachant autour de mon cou avec des doigts qui s'attardaient trop longtemps, comme des chaînes déguisées en bijoux. J'avais 15 ans, enceinte, et plus seule que jamais. Un jour d'automne, alors que je regardais les feuilles mortes tourbillonner sur la pelouse depuis la véranda arrière, Lila s'est approchée, sa voix à peine un murmure. « Madame Warwick, quelqu'un demande après vous à la porte de la cuisine. » J'ai froncé les sourcils. Personne ne venait jamais pour moi. « Qui est-ce? » Il dit s'appeler James, votre frère. Il ne s'est... Mon cœur s'est emballé. James, 16 ans, l'aîné de mes frères,
celui qui m'avait appris à grimper aux arbres et à attraper des écrevisses dans le ruisseau. Où est-il? Ah. J'étais déjà debout, avançant vers la cuisine avec une énergie que je n'avais pas montrée depuis des mois. Madame Lefebvre l'a chassé, a dit Lila, ses yeux scrutant nerveusement la maison. Mais il a dit qu'il attendrait près du vieux chêne à la lisière de la propriété. Il faut que vous parliez, c'est important. J'ai hésité. Caleb était à Birmingham pour affaires, Madame Lefebvre au marché avec le boucher. Si j'étais rapide, « Couvrez-moi », ai-je chuchoté. Je serai de retour avant qu'on ne remarque. Lila, terrifiée, a hoché la tête. Soyez rapide, Madame Warwick, et prudente. Je me suis glissée par la porte de derrière, traversant la pelouse sud en rasant les haies pour ne pas être vue depuis la maison. Mon cœur battait à tout rompre, à la fois à cause de l'effort. Je n'avais pas couru depuis des mois, et de la peur. Si Caleb apprenait que j'avais désobéi, il y aurait des conséquences. Mais James m'attendait, mon frère, un morceau de la famille que je pensais avoir perdu à jamais. Le vieux chêne se dressait au coin de la propriété, ses branches massives s'étendant au-dessus du mur de pierre marquant la frontière. Là, appuyé contre le tronc, se tenait un garçon dégingandé en salopette trop courte pour sa taille grandissante. « James !» ai-je appelé, oubliant toute prudence dans ma joie. Il s'est retourné, un sourire fendant son visage, révélant une dent ébréchée d'un accident de baseball des années passées. Nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre, ses bras m'enlaçant avec une affection sans retenue dont j'avais été privé depuis mon départ. En me reculant, j'ai vu qu'il avait grandi, son visage s'affinant, passant de garçon à jeune homme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde va bien? Comment m'as-tu trouvé? » Son expression s'est assombrie. « Tout le monde va plus ou moins bien. Clara pleure parfois pour toi la nuit. Maman aussi, même si elle le cache. »« Ah? Il a frotté le sol de sa botte usée. J'ai économisé, pris des petits boulots après l'école. J'ai eu assez pour un ticket de bus et j'ai demandé jusqu'à ce qu'on m'indique cet endroit. Je lui ai touché le visage, peinant à croire qu'il était réel. Tu n'aurais pas dû venir si Caleb l'apprend. Il fallait que je te voie, a-t-il interrompu. Il fallait que je sache si tu allais bien. Les gens en ville parlent, disent des choses sur Warwick, sur la façon dont il traitait sa première femme. Un frisson m'a parcouru. Quelle chose, James? Il a détourné les yeux, la mâchoire serrée. Des choses graves, Evelyn, qu'il devient méchant quand il boit, que sa première femme n'a pas juste eu de la malchance en couche, qu'elle... Il s'est arrêté, incapable ou peu désireux de mettre des mots sur ce qu'il avait entendu, de peur de le rendre réel pour sa sœur. « Je vais bien, » ai-je menti, forçant un sourire. « Il me traite bien, j'ai de belles choses. » Je désignais vaguement ma robe, mes chaussures, le collier de perles qui soudain m'étranglait. James n'était pas dupe. Ses yeux, si semblables aux miens, voyaient de la fille effrayée sous le masque. « Tu n'as pas à rester ici, Evelyn. J'ai un plan. Je peux t'emmener loin. » Pendant un instant vertigineux, l'espoir a jailli, lumineux, dangereux, coupant le souffle. Comment? Je connais un type avec une voiture. Il peut t'emmener à la gare routière de Birmingham. J'ai de l'argent pour un ticket jusqu'à Nashville. On a un cousin là-bas qui dit que tu peux rester jusqu'à ce que tu trouves du travail. T'es intelligente, Evelyn. Tu pourrais être secrétaire ou travailler dans un magasin. L'espoir s'est estompé face à la réalité. James, je ne peux pas.
Pourquoi pas? Son visage s'est empourpré d'indignation adolescente. Tu crois qu'on ne sait pas ce qui t'arrive? Tu crois que maman ne pleure pas en s'endormant, sachant ce que papa t'a fait? J'ai posé ma main sur mon ventre, encore plat sous ma robe. Je vais avoir un bébé, James. Ses yeux se sont écarquillés, tombant sur ma main. Raison de plus pour partir maintenant, avant. Madame Warwick! La voix de Madame Lefebvre a tranché l'air comme un fouet. Je me suis tournée pour la voir traverser la pelouse, le visage orageux, 2 jardiniers la flanquant comme des gardes de prison. « Va-t'en !» ai-je murmuré, poussant James vers le mur. « Va-t'en maintenant. Je reviendrai, » a-t-il promis, serrant mes mains. « Je trouverai un moyen de t'aider, Evelyn, je le jure. » Et il a disparu, escaladant le mur et s'évanouissant dans les bois au-delà, me laissant affronter la colère de Madame Lefebvre et la punition qui suivrait inévitablement au retour de Caleb. Mais quelque chose avait changé en moi. Une graine avait été plantée, prenant racine à côté de l'enfant qui grandissait dans mon ventre. James m'avait rappelé une chose que j'avais oubliée, la possibilité, la chance, aussi mince soit-elle, d'une autre vie au-delà de ces murs. Pour la première fois depuis que cette voiture m'avait arraché à tout ce que je connaissais, je me suis autorisé à penser à la pensée la plus dangereuse de toutes, l'évasion. La vie dans le manoir Warwick s'est transformée en un enfer plus insoutenable encore après la visite clandestine de James. Chaque jour, la cruauté de Caleb Warwick semblait s'intensifier, comme s'il sentait la graine d'espoir que mon frère avait plantée en moi et cherchait à l'écraser sous son talon. La maison, avec ses colonnes blanches et ses tapis somptueux, n'était plus seulement une cage dorée. C'était une prison où chaque regard, chaque mot, chaque geste était calculé pour me réduire à néant. Caleb ne se contentait pas de m'isoler ou de m'humilier en privé. Un soir, lors d'une réception mondaine dans la grande salle à manger, il m'a forcé à rester debout à côté de lui pendant que ses associés, des hommes riches au rire gras, discutaient affaires. J'avais renversé une goutte de vin en servant un verre, un simple accident dû à la nervosité sous leur regard scrutateur. Caleb s'est levé, son visage tordu par une colère froide, et a crié devant tous. « Regardez cette incapable, une paysanne qui ne sait même pas tenir une carafe. Tu es une honte, Evelyn. » Les rires moqueurs des invités ont résonné comme des coups de fouet, chaque éclat me lacérant un peu plus. Mes joues brûlaient, non pas de honte, mais d'une rage bouillonnante, une fureur contre cet homme qui se croyait le droit de me briser publiquement, de me traiter comme un objet défectueux. Lila, la jeune femme de chambre, se tenait dans l'ombre près de la porte, ses mains tremblantes serrant un plateau. Elle a baissé les yeux, impuissante, et cette impuissance partagée a attisé ma colère. Pourquoi devais-je endurer cela? Pourquoi le monde permettait-il à un homme comme Caleb de régner en tyran sur ma vie? Les jours suivants, la surveillance s'est resserrée. Caleb a ordonné à Amos, son chauffeur, un homme massif au regard perçant et au sourire cruel, de ne jamais me quitter des yeux. Amos était partout, rôdant dans les couloirs, scrutant mes moindres mouvements, rapportant chaque détail à son maître. Une fois, alors que je lisais un vieux journal oublié dans la véranda, Amos m'a arraché les pages des mains, ricanant. « Monsieur Warwick dit que les femmes comme vous n'ont pas besoin de lire. Contentez-vous d'être jolie et obéissante. » Il a déchiré le journal sous mes yeux, les morceaux flottant au sol comme des cendres de mes rêves. Cette humiliation gratuite, ce plaisir qu'il prenait à me rabaisser, a fait monter en moi une fureur si intense que mes mains tremblaient de l'envie de le frapper. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses.
Chaque regard d'Amos, chaque commentaire narquois était un rappel que j'étais une prisonnière, surveillée comme un animal en cage. Et cette injustice me consumait. Je ne pouvais plus supporter l'idée de rester ici, de laisser Caleb et ses sbires me voler davantage de ma vie. L'espoir, cependant, est une flamme tenace, même dans les ténèbres. Un soir, alors que je pliais des serviettes dans le salon, une tâche futile que Madame Lefebvre m'avait assignée pour m'occuper, Lila s'est glissée près de moi, jetant un regard nerveux vers le couloir. « Madame Warwick, » a-t-elle chuchoté, « j'ai trouvé ceci pour vous. » Elle a glissé un bout de journal plié dans ma main, ses doigts tremblants effleurant les miens. « Cachez-le vite. » J'ai attendu qu'elle disparaisse dans la cuisine avant de déplier le papier. C'était une page arrachée d'un magazine avec une annonce entourée au crayon. Recherche jeune femme pour poste d'opératrice téléphonique, formation fournie, logement et repas inclus, postulée à Southern Belle, Nashville, Tennessee. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Nashville. Le nom évoquait la promesse de James, un cousin là-bas, une chance de liberté. Lila avait risqué sa place, peut-être même sa sécurité, pour me donner ce morceau d'espoir. Ce geste, si petit mais si courageux, a ravivé ma détermination, mais aussi ma colère. Pourquoi devais-je dépendre de tels actes de bravoure pour rêver d'une vie qui m'appartenait de droit? Cette nuit-là, seule dans la chambre que je partageais avec Caleb, j'ai entendu ses pas lourds dans l'escalier, son souffle épaissi par le bourbon. Il est entré, titubant, et s'est assis sur le bord du lit, me fixant avec un sourire tordu. « Tu es à moi, Evelyn, » a-t-il marmonné, sa main attrapant mon poignet avec une force brutale. « J'ai payé pour toi. 20 $ et les dettes de ton misérable père. Tu crois que tu vaux plus que ça? » Ces mots, crachés avec un mépris si cruel, ont enfoncé un poignard dans ma poitrine. 20 $. Ma vie, mes rêves, mon avenir, réduits à une transaction sordide. La rage m'a submergé, une tempête qui grondait dans mes veines. Comment osait-il? Comment un homme pouvait-il acheter une enfant et se vanter de son pouvoir comme s'il était un dieu? J'ai serré les poings sous les draps, me forçant à rester immobile, mais dans ma tête, je criais « Je ne suis pas à toi, je ne serai jamais à toi ». Cette insulte, cette arrogance insupportable a été le déclic. Je ne pouvais plus attendre passivement que James revienne. Je devais agir. Le lendemain, j'ai appris par Madame Lefebvre que Caleb partait pour Birmingham dans 3 jours, une réunion d'affaires qui le retiendrait hors de la maison pendant 3 nuits. 3 nuits. Une fenêtre étroite pour m'échapper. Mais il me fallait de l'argent. Caleb gardait un tiroir dans son bureau rempli de billets qu'il appelait son « argent fou » pour ses caprices ou ses pots de vin. Je n'avais jamais touché un centime de sa fortune, mais la nécessité fait des voleurs même des âmes les plus honnêtes. La nuit précédant son départ, alors qu'il dormait profondément après une soirée arrosée, je me suis glissée dans son bureau. Le clair de lune filtrait à travers les rideaux, éclairant à peine la pièce. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne réveille toute la maison. Le tiroir n'était pas verrouillé. Pourquoi l'aurait-il été quand sa femme n'allait jamais nulle part? J'ai pris 60 $, assez pour un ticket de bus et quelques jours de nourriture. En refermant le tiroir, ma main tremblante a fait tomber une pièce qui a roulé sur le plancher avec un son métallique. Je me suis figée, le sang glacé, attendant le moment où Caleb surgirait, réveillé par le bruit. Mais il n'a pas bougé. J'ai ramassé la pièce
glissé les billets dans la poche de ma chemise de nuit, et je suis retourné au lit, les billets brûlant contre ma peau comme une promesse de liberté. Le jour de son départ, une pluie froide tombait, un crachin de février qui reflétait mon humeur. J'ai aidé Caleb à préparer ses bagages, les mains fermes malgré le tumulte dans ma poitrine. Il m'a à peine regardé, aboyant ses instructions habituelles à Madame Lefebvre. Ce que je devais manger, quand je devais me reposer, quelle pièce nécessitait l'attention du personnel. « Je veux que tout soit parfait à mon retour », a-t-il dit, ajustant son chapeau dans le miroir du vestibule. « Tu es trop pâle, Evelyn. Mets un peu de couleur sur tes joues. » Son baiser sur mon front était mécanique, possessif, plutôt qu'affectueux. Alors que sa voiture s'éloignait sur l'allée de gravier, je n'ai pas agité la main. Je ne regretterai ni cette maison, ni cette vie, ni cette cage déguisée en luxe. Lila et moi avions élaboré un plan, chuchoté en bribes pendant qu'elle m'aidait à m'habiller ou apportait le thé de l'après-midi. Son frère, Nate, un livreur de légumes, viendrait à minuit avec un chargement de produits printaniers, une couverture pour mon évasion. J'ai passé la journée à me préparer avec soin, ne prenant qu'un petit sac avec 2 robes, des sous-vêtements, une brosse à cheveux et le collier de perles que Caleb m'avait offert quand j'avais annoncé ma grossesse. Je le vendrais à Nashville, utilisant l'argent pour recommencer. J'ai aussi écrit une lettre, bien que je sache qu'elle ne ferait qu'attiser sa rage. Quelque chose en moi avait besoin de laisser des mots, de prouver que je partais de mon propre chef, que je n'étais pas perdu ou enlevé. « Caleb », ai-je écrit, « quand tu liras ceci, je serai parti. Ne me cherche pas. Je ne suis pas ta première femme, et je ne mourrai pas dans cette maison. » J'ai scellé l'enveloppe et l'ai laissée sur son oreiller, qu'il la trouve à son retour, quand je serai déjà à des kilomètres, hors de sa portée. Les heures s'écoulaient lentement. Je restais à la fenêtre, regardant la pluie strier les vitres, sursautant à chaque bruit, certaine qu'il savait qu'il reviendrait plus tôt et me surprendrait en pleine trahison. Le soir venu, la maison s'est installée dans son rythme nocturne. Le cuisinier est parti à 7 heures après avoir préparé un dîner que je n'ai pas pu avaler. Les femmes de chambre sont parties à 8 heures. À 9 heures, il ne restait que Madame Lefebvre et Lila, l'une ma geôlière, l'autre ma complice. J'ai feint une migraine et me suis retiré tôt, disant à Madame Lefebvre que je ne voulais pas être dérangée. Dans ma chambre, je me suis habillée de mes vêtements les plus chauds, superposant un pull sous mon manteau. Février au Tennessee serait froid, surtout pour une fille du sud de l'Alabama. À 11 heures, j'ai entendu les pas de Madame Lefebvre dans le couloir, son contrôle rituel des portes et des fenêtres avant de se retirer dans ses quartiers dans l'aile est. À 11h30, la maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge à balancier et le tambourinement de la pluie sur le toit. J'ai attendu jusqu'à 11h45, puis j'ai pris mon sac et descendu l'escalier, évitant la 3e marche qui craquait toujours. La maison était plongée dans l'obscurité, les ombres s'étirant comme des mains prêtes à m'attraper. Dans la cuisine, Lila m'attendait, le visage tendu par l'anxiété. « Il est là », a-t-elle chuchoté. « Derrière, près de l'abri du jardinier. »« Merci », ai-je dit, mettant tout mon cœur dans ces mots. « Pour tout. » Tamouille. Elle m'a pressé un petit paquet dans les mains, des sandwichs pour le voyage et, après une hésitation, un minuscule crucifix en argent. Pour la protection. Je l'ai serré dans mes bras, cette femme qui avait tout risqué pour une fille qu'elle connaissait à peine, puis je me suis glissé par la porte de derrière, dans la nuit trempée de pluie. L'abri du jardinier était une silhouette bossue à la lisière des jardins formels, à peine visible à travers le rideau de pluie. J'ai couru vers lui, mes chaussures s'enfonçant dans la boue, mon manteau déjà trempé. Un homme se tenait près d'un vieux pick-up, le col relevé contre la tempête. « Madame Warwick » a-t-il appelé doucement.
Oui, ai-je haleté en l'atteignant. Vous êtes le frère de Lila? Il a hoché la tête, prenant mon sac et le jetant à l'arrière du camion. Je m'appelle Nate. Montez vite, faut partir avant qu'on nous voie. Je me suis hissé sur le siège passager, le vinyle froid et craquelé sous mes jambes. Le camion sentait la terre, le tabac et une légère douceur. La liberté, petit système, peut-être. J'ai grimpé dans le camion, le cœur battant à tout rompre, tandis que Nate démarrait le moteur, le grondement semblant assourdissant dans la nuit silencieuse. Baissez la tête jusqu'à ce qu'on soit hors de la propriété, a-t-il conseillé, enclenchant la première vitesse, au cas où quelqu'un nous observerait. Je me suis glissé sur le siège, le cœur cognant contre mes côtes, chaque seconde s'étirant comme une éternité, chaque éclaboussure dans une flaque résonnant comme un coup de tonnerre. Alors que nous roulions sur la route de service menant à la grille arrière, j'ai retenu mon souffle, m'attendant à voir Amos surgir de l'obscurité, ses yeux perçants illuminés par les phares. Mais personne n'est apparu. Puis, juste au moment où nous approchions de la grille, un crissement de pneus a déchiré la nuit. Une voiture noire, familière, a surgi derrière nous, celle d'Amos. Mon sang s'est glacé. « Accélérez !» ai-je crié, la panique montant comme une vague. Nate a enfoncé l'accélérateur, le vieux pick-up gémissant sous l'effort, les essuie-glaces luttant contre la pluie torrentielle. La voiture d'Amos nous talonnait, ses phares perçant la nuit comme des yeux de prédateurs. Il nous a vus, ai-je murmuré, la gorge nouée par la peur. Caleb avait-il deviné mon plan? Avait-il envoyé Amos pour me ramener, pour me punir de ma trahison? La rage m'a envahi à cette pensée. Cet homme qui m'avait acheté comme un objet osait me traquer comme une proie. Nate a viré brusquement sur une route de campagne étroite, les pneus dérapant dans la boue. « Accrochez-vous !» a-t-il grogné, ses mains serrant le volant. La voiture d'Amos nous suivait toujours, klaxonnant sauvagement, un son qui perçait mes tympans comme une menace. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru qu'il allait nous rattraper, que je serais arraché à cette fragile chance de liberté. Mais Nate connaissait ses routes mieux qu'Amos. Il a pris un virage serré, coupant à travers un champ boueux, les phares d'Amos disparaissant momentanément dans l'obscurité. « Il ne nous suivra pas là-dedans », a marmonné Nate, concentré. Nous avons rebondi sur le terrain accidenté, mon corps secoué à chaque ornière, jusqu'à ce que nous rejoignions une autre route de comté. Les phares d'Amos n'étaient plus visibles. Nous avions gagné du temps, mais mon cœur continuait de marteler, la peur et la colère se mêlant en un cocktail explosif. Comment osait-il? Comment osait-il croire qu'il pouvait me posséder à jamais, me traquer comme un animal après m'avoir volé mon enfance? Enfin, nous avons atteint la nationale menant à Birmingham. Nate a accéléré, le pick-up filant à travers la pluie battante. « Vous allez bien, mademoiselle ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil vers moi alors que nous laissions le manoir Warwick derrière nous. J'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues, mêlées à la pluie qui gouttait de mes cheveux. « Oui », ai-je dit, et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Je crois que je vais m'en sortir. La gare routière de Birmingham était un îlot de lumière fluorescente dans la nuit, presque déserte à cette heure tardive, sauf pour quelques voyageurs somnolents et un employé d'accueil blasé. Nate m'a accompagné jusqu'au guichet, attendant que j'achète mon billet. Aller simple pour Nashville, départ à 2h15 du matin. « Vous êtes sûr que ça ira ?» a-t-il demandé, scrutant la gare vide d'un air dubitatif. « Ma sœur me tuerait si quelque chose vous arrivait. »« Je serai bien, » ai-je assuré, invoquant une confiance que je ne ressentais pas totalement. « Merci pour tout. Dites à Lila. » Je me suis interrompue.
incapable d'exprimer pleinement ma gratitude pour le risque qu'ils avaient tous deux pris. Nate a hoché la tête, comprenant sans mots. « Bonne chance, ma belle. Evelyn. Juste Evelyn Marie Thompson, à nouveau. » Pendant 1h30, j'ai attendu sur un banc en plastique, serrant mon sac contre ma poitrine, sursautant à chaque bruit. Chaque fois que la porte de la gare s'ouvrait, mon cœur s'arrêtait, terrifié à l'idée que ce soit Amos, ou pire, Caleb lui-même, venu me ramener dans cette prison dorée. Mais personne n'est venu. À 2h15 précises, le bus est arrivé, un monstre argenté avec Nashville illuminé sur son panneau. Je suis montée à bord, les jambes tremblantes, trouvant un siège au milieu et pressant mon visage contre la vitre froide alors que le moteur démarrait. Alors que le bus s'éloignait de la gare, laissant Birmingham et l'Alabama derrière, j'ai enfin expiré pleinement, pour la première fois depuis presque 1 an. J'avais 16 ans, seule avec 60 $ volés et un collier de perles, mais j'étais libre. La pluie battait contre les vitres, un rythme régulier accompagnant le grondement du moteur. Autour de moi, les autres passagers somnolaient ou regardaient par les fenêtres, leurs visages fatigués reflétés dans la nuit. Personne ne prêtait attention à la jeune fille voyageant seule, une des rares bénédictions de l'invisibilité. Quelque part près de la frontière du Tennessee, alors que l'aube commençait à éclairer le ciel à l'est, l'épuisement m'a rattrapé. J'ai fermé les yeux, rêvant de chênes et de ruisseaux, des rires de mes petites sœurs, d'un avenir que je pourrais peut-être façonner moi-même. Quand je me suis réveillée, le paysage avait changé. Des collines ondulantes remplaçaient les plaines plates de l'Alabama, des arbres différents, un sol différent. Nous étions au Tennessee, approchant de Nashville, selon l'annonce grésillante du chauffeur dans l'interphone. Je me suis redressée, lissant ma robe froissée, essayant de discipliner mes cheveux avec des doigts encore légèrement tremblants. Dans quelques minutes, je descendrai de ce bus dans une ville que je n'avais jamais vue, sans autre plan que de trouver les bureaux de Southern Bell et d'espérer qu'ils embauchent une fille sans expérience ni référence. La peur me tordait l'estomac, mais sous cette peur, il y avait quelque chose de plus fort, la détermination. J'avais échappé à une condamnation à vie en tant qu'épouse-enfant de Caleb Warwick. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes propres termes. La rage qui m'avait consumé, contre Caleb, contre mon père, contre un monde qui permettait à une enfant d'être vendue, s'était transformée en une flamme qui me poussait en avant, une colère qui n'était plus seulement destructrice, mais motrice. Ce n'était pas seulement une fuite, c'était une réclamation de ma vie, une déclaration que je ne serais plus jamais la possession de quiconque. L'arrivée à la gare routière de Nashville fut un choc, un tourbillon de bruit et de lumière qui m'engloutit comme une vague. Tenant mon sac contre moi, je me sentais minuscule, une étrangère dans une ville bouillonnante d'une vie que je ne comprenais pas encore. Après des mois cloîtrés dans le manoir Warwick, ce chaos était à la fois terrifiant et électrisant. Un instant, j'ai envisagé de remonter dans le bus, de retourner vers l'enfer familier plutôt que d'affronter cet inconnu. Puis, l'image du rictus de Caleb, sa voix crachant que j'étais à lui pour 20 $, a rallumé une rage incandescente. Cet homme, qui m'avait volé mon enfance, humilié devant ses invités, qui avait brûlé mes livres dans un accès de cruauté, n'aurait plus jamais de pouvoir sur moi. Cette fureur, mêlée d'un défi brûlant, m'a poussé à avancer, à refuser de plier. Je ne serais plus sa prisonnière, et chaque pas dans cette ville était un cri de révolte contre son emprise. Au bureau d'information, une femme aux cheveux gris, Jeanne, m'a indiqué le chemin vers Southern Bell avec une gentillesse inattendue. « Prenez un petit déjeuner d'abord », a-t-elle conseillé, lisant l'épuisement sur mon visage. « Allez au diner de Clara, au coin. Dites-lui que je vous envoie. » Le diner était un havre chaleureux, embaumant le café et le bacon. Clara, une serveuse blonde au regard vif, m'a accueillie comme si j'étais une habituée. « Vous cherchez une chambre ?» a-t-elle demandé en versant du café. «
Ma cousine Hélène tient une pension pour femmes. C'est propre, pas cher, et elle pourrait vous laisser travailler en cuisine pour payer le loyer. » J'ai hoché la tête, émerveillée par cette chaîne de solidarité féminine. Après un repas d'œufs et de pain grillé, le premier repas libre de ma vie, Clara m'a donné l'adresse d'Hélène. « Bonne chance, petite », a-t-elle dit avec un clin d'œil. Ce simple geste m'a donné la force de marcher jusqu'à Southern Belle, malgré la peur qui me tordait l'estomac. Le bâtiment de Southern Belle, avec ses grandes fenêtres et ses portes bleues, semblait m'écraser de sa majesté. À l'intérieur, le hall vibrait de téléphones sonnants et de machines à écrire cliquetant. Au bureau d'accueil, Madame Larson, la directrice du personnel, m'a toisé, sévère. « Vous venez pour l'annonce d'opératrice ?» J'ai hoché la tête, la gorge sèche. « Remplissez ce formulaire. Référence, expérience, études. » Mon cœur s'est serré. Je n'avais rien de tout cela, juste 16 ans, une année de mariage forcé et un courage vacillant. Je n'ai pas de référence, ai-je admis. J'ai dû arrêter l'école en 3e, mais je travaille dur, je le jure. Elle m'a étudié, son regard perçant. « Vous fuyez quelque chose, n'est-ce pas ?» La question m'a figé, mais j'ai répondu honnêtement. « Oui, madame. » Après un long silence, elle m'a tendu un stylo. « Remplissez ce que vous pouvez. Entretien à 10 heures. » À 10 heures, dans son bureau, j'ai plaidé ma cause, la voix tremblante mais résolue. Je n'ai peut-être pas d'expérience, mais j'ai besoin de ce travail. Je ferai tout pour prouver ma valeur. Et je m'en dépesti. Madame Larson a soupiré. Il y a 20 ans, j'étais à votre place, fuyant un passé que je ne voulais plus. Elle a marqué une pause. Vous commencez lundi, comme commis aux archives. Soyez ponctuel, habillez-vous correctement. Le soulagement m'a submergé, mêlé d'une rage renouvelée contre Caleb, qui avait cru pouvoir me briser. Ce travail était ma victoire, un pied de nez à son arrogance. La pension d'Hélène était une maison victorienne chaleureuse, pleine de jeunes femmes comme moi, cherchant un nouveau départ. Ma chambre, un réduit avec un lit étroit et une petite fenêtre, était un palais comparé au manoir Warwick. Ici, je pouvais respirer sans crainte. Au dîner, j'ai rencontré Ruth, une couturière de 25 ans au rire franc qui avait fui un mariage violent dans le Kentucky. « Tu es courageuse d'être partie, » m'a-t-elle dit, ses yeux brillants d'une compréhension partagée. « Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. » Ces mots ont apaisé ma colère, la transformant en détermination. Ruth m'a poussé à m'inscrire à des cours du soir pour obtenir mon GED. « Tu es plus intelligente que tu ne le crois, Evelyn. Le ciel est ta limite. » Mais la liberté restait fragile. Un soir, Hélène m'a tendu une lettre d'un cabinet d'avocats d'Alabama. Les mots étaient froids, menaçants. « Retournez auprès de votre époux, Monsieur Warwick, où des mesures légales seront prises, y compris la saisie de la dot payée à votre famille. » La rage m'a consumé. Comment osait-il? Après m'avoir acheté, battu, rabaissé, Caleb osait me traquer, salir mon nom avec des mensonges, prétendant que j'avais volé des bijoux. J'ai froissé la lettre, tremblante de fureur. Il voulait me ramener dans sa cage, mais je ne serai plus jamais sa proie. J'ai montré la lettre à Madame Larson, craignant qu'elle me renvoie. « Brûlez-la », a-t-elle dit fermement. « Vous êtes à Nashville maintenant. Nous veillons les unes sur les autres. » Cette solidarité m'a donné la force de continuer, de prouver à Caleb qu'il avait tort. J'ai plongé dans mon travail et mes études, chaque dossier classé, chaque leçon apprise étant une revanche contre ceux qui m'avaient sous-estimé. J'ai obtenu mon GED en 1 an, puis j'ai commencé des cours universitaires, payés par Southern Belle. À la pension, Ruth et les autres filles sont devenues ma famille, célébrant chaque étape avec moi. Puis j'ai rencontré Thomas,
un professeur de mathématiques doux et patient qui jouait de la guitare dans un café local. Il ne me pressait jamais, respectant mes silences sur mon passé. Quand je lui ai enfin raconté mon histoire, le mariage forcé, la cruauté de Caleb, l'évasion, il a pris mes mains. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Evelyn. » Nous nous sommes mariés dans un parc. Une cérémonie simple avec James et Clara à mes côtés. Notre fille, Élise, est née 2 ans plus tard, un rayon de lumière dans une vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Aujourd'hui, à 76 ans, sur mon porche dans le Tennessee, je repense à cette fille de 16 ans, tremblante dans un bus avec $60 volés. Elle a survécu, prospéré, défiant un monde qui voulait la réduire à néant. Ma colère contre Caleb s'est estompée, remplacée par une fierté féroce pour la vie que j'ai construite. Mais je raconte cette histoire pour les autres filles, piégées comme je l'étais, qui ont besoin d'entendre qu'elles peuvent s'échapper, qu'elles méritent mieux. Si vous lisez ceci et que vous êtes emprisonnées, sachez ceci. Vous êtes plus fortes que vos chaînes. Fuyez, recommencez. Votre vie est à vous. L'histoire d'Evelyn Marie Thompson est une ode à la résilience et à la révolte contre l'injustice. Sa fuite d'un mariage forcé, sa lutte pour reconstruire sa vie m'ont profondément touchée. Elle incarne le courage d'une femme qui, face à l'oppression, choisit de se battre pour sa liberté. Cette rage face à la cruauté de Caleb, transformée en détermination, m'inspire à ne jamais accepter l'injustice dans ma propre vie. La leçon que je retiens est claire. Peu importe les obstacles, nous avons le pouvoir de façonner notre destin. Comme les Français, qui valorisent de l'autonomie et la dignité, nous devons défendre notre droit à choisir notre chemin. Evelyn nous enseigne que la liberté se gagne par des actes audacieux, même dans la peur. Appliquons cela. Affirmons nos rêves, soutenons ceux qui luttent et refusons de plier face à l'adversité. Si cette histoire vous émeut, mettez un j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire avec « Liberté » pour montrer votre soutien aux voix courageuses comme celle d'Evelyn. Ensemble, faisons entendre leurs cris.